Ces diapositives vont vous présenter les disjoncteurs. Sommaire. Alors dans cette vidéo, nous allons vous parler de qu'est-ce qu'un disjoncteur, les principes de fonctionnement, les mécanismes de protection, les disjoncteurs au démarrage, les risques de surintensité et où le place-t-on et pourquoi. Qu'est-ce qu'un disjoncteur? Dans cette partie, je vais vous expliquer ce qu'est un disjoncteur en général et son rôle. Les disjoncteurs. Qu'est-ce qu'un disjoncteur? 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 Principe de fonctionnement thermique. Dans les déclenchements thermiques, un bilame déclenche mécaniquement un contact. Celui-ci ouvre le circuit électrique protégé lors d'un courant excessif qui le traverse. Cela finit par créer un échauffement du bilame et sa déformation. Il y a deux possibilités d'échauffement. En premier, l'échauffement direct que l'on peut produire en faisant passer le courant que l'on désire contrôler directement dans la bilame. Et en second, l'échauffement indirect où on dispose autour du bilame une résistance chauffante parcourue par le courant à contrôler. Mécanisme de protection thermique. En l'absence de surcharge, le circuit est parcouru par le courant de réglage IR. Ce courant permet au bilame de s'incurver légèrement, mais pas assez pour déclencher les pôles du disjoncteur. Le mouvement de la bilame va créer une force F qui va déclencher le disjoncteur. Le dispositif d'accrochage est libéré. Les pôles du disjoncteur s'ouvrent. Les pôles du disjoncteur sont ouverts. Le réarmement ne sera possible que si la bilame est froide. La lame bimétallique est calibrée de telle manière qu'avec un courant nominal I-NOM, elles ne subissent aucune déformation. Par contre, si des surcharges sont provoquées, la lame va se déformer et entraîner l'ouverture du contact. Mécanisme de protection magnétique. En l'absence de court-circuit, le circuit est parcouru par le courant nominal. Ce dernier étant inférieur au seuil de détection du détecteur magnétique, I-MAN, rien ne se passe. Lors du court-circuit, le courant atteint une valeur très importante, supérieure au seuil de détection du détecteur magnétique. Le noyau translate vers le bas, les pôles du disjoncteur s'ouvrent, le circuit est éliminé, le dispositif d'accrochage est libéré. En service, le courant nominal circulant dans la bobine n'a pas assez d'influence magnétique, induction magnétique, pour pouvoir attirer l'armature mobile fixée sur le contact mobile. Le circuit est fermé. Si un défaut apparaît, le courant augmente jusqu'à atteindre la valeur du courant du court-circuit. Dès cet instant, le court-circuit provoque une violente aimantation de l'armature mobile. Cela a comme conséquence d'ouvrir le circuit aval du disjoncteur. On a donc un circuit où il passe à une intensité de 5 A. C'est un circuit composé de 5 panneaux photovoltaïques en série. Si vous remarquez, il y a des micro-arcs, ce qui nous montre bien qu'il y a du courant qui traverse les conducteurs. On va maintenant imaginer un disjoncteur entre les deux conducteurs et on voit ce que doit couper celui-ci. L'air dans le disjoncteur était un bon isolant pendant que le circuit était fermé. Mais une fois à l'ouverture du circuit, l'air devient un bon conducteur et forme donc un arc électrique. C'est là qu'intervient le pouvoir de coupure des disjoncteurs. Il ne faut pas oublier qu'un incendie sur 4 est d'origine électrique. Des bandes mal vissées fera prendre feu les isolants. Disjoncteur au démarrage. Ce schéma nous montre une courbe de démarrage. On voit qu'au départ l'intensité est importante et augmente un peu, puis se met à descendre graduellement et pourra finir par se stabiliser à une certaine intensité nécessaire. Cette forte intensité de départ permet la mise en marche lors du démarrage des machines. Disjoncteur en surcharge. Le graphique cette fois-ci nous montre la différence entre une intensité normale de départ et une courbe de surintensité toujours au départ.
Cette comparaison met en évidence la provenance du phénomène de surchauffe de l'équipement. En effet, la courbe de surintensité est plus grande que ce soit en puissance ou dans le temps. C'est ce phénomène qui provoque la surchauffe et finit par user les isolants. Les risques de surintensité. Lors d'une surintensité, les fils chauffent. Ce phénomène est appelé surchauffe. Cette surchauffe des fils dégrade l'isolant de ce dernier, ce qui au fil du temps peut provoquer un incendie. En effet, l'isolant peut prendre feu, mais cette surchauffe peut aussi provoquer la destruction du matériel. Non, normalement c'est... Les autres risques. Ce graphique représente la vie d'un disjoncteur lors d'une surcharge en mesurant l'intensité par rapport au temps. Sur ce graphique, nous pouvons voir, comme le précédent, une importante surcharge au démarrage qui se remet à la normale. Ensuite, nous voyons la courbe d'une très forte surcharge où nous pouvons constater que la différence d'intensité est plus grande qu'une surcharge au démarrage. Elle dépasse même l'intensité dite critique. Mais malgré tout, cela ne peut pas provoquer de court-circuit comme on pouvait s'y attendre et finit par retourner à la normale. Pour terminer, nous pouvons voir une dernière courbe qui représente un court-circuit dû à sa trop forte intensité. Où place-t-on un disjoncteur et pourquoi? On place les différents disjoncteurs dans un même tableau et ce quel que soit le calibre de ce dernier. Nous pouvons voir que tous les disjoncteurs sont tous placés à droite d'un interrupteur différentiel A ou AC. Nous prenons par exemple un disjoncteur de 16 A protégeant des prises situées en haut du tableau. Et sur le même principe, le disjoncteur de 32 A situé en bas fut placé à droite d'un interdifférentiel de type A. Pour chaque calibre, que ce soit un C10, un C20 ou un C32, une section de fil lui correspond. Une section, pour rappel, correspond à la surface en millimètres carrés de la coupe transversale de la partie conductrice d'un fil électrique. Par exemple, quand on utilise des disjoncteurs du C2 au C10, la section est de 1,5 mm². Et plus le calibre est grand, plus la section l'est aussi. Du C16 au C20, on doit utiliser du 2,5 mm². Et pour finir, du C32 au C64, on doit obligatoirement utiliser au minimum une section de 6 mm². Et n'oubliez pas que pour toute intervention sur une installation électrique, il faut s'équiper des EPI.